Tu sais, quand j'ai eu cette idée de créer le podcast il y a 3 ans, j'ai composé une liste des gens que je voulais inviter vraiment. Ouais. Donc, t'étais je sais pas, dans le premier 15. C'est vrai? Oui, mais la première fois quand j'ai vu ton truc, je dis, mais il faut absolument qu'on parle. Putain. Parce que, non, bon, il y a des autres aussi qui... Ouais, mais bon, c'est cool. Tu dis ça à tout le monde? Je dis ça, oui, ouais, mais parce que j'invite uniquement les gens avec qui j'ai envie de parler. Donc, c'est un peu comme ça. Jessica Price, merci d'être venue. Bah, de rien. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt avoir une conversation qui se déroule, qui a une flow, qui est appréciable, plutôt que juste faire attention. Non, on va pas parler de Macron, ou on va pas parler des trucs politiques, ou je sais pas. C'est pas quels sont les tabous. Donc, moi, je m'en fous, pendant qu'on en parle, et ensuite, je t'envoie l'épisode, et si tu me dis que, j'aurais pas dû parler de ça, j'ai pas envie que ça sorte, je le coupe. Mais en fait, j'aime pas trop, même dans les soirées, j'aime pas parler de trucs politiques parce que ça fait toujours des histoires. Ah, ok. Parce que les gens savent plus débattre aujourd'hui et je trouve ça bloquant, tu vois. Et moi, ça me gâche ma soirée perso. Ouais. Les trucs politiques. Bah ouais. Tu sais... En fait, je suis pas experte, tu vois. Mais bon, non plus. J'ai certes mon avis, mais... Surtout d'ailleurs de votre truc politique, moi je suis pas vraiment ce qui se Il passe. se passe quoi en Hongrie, d'ailleurs? Ça, je suis pas non plus vraiment, mais c'est un peu plus totalitarien qu'ici, un peu plus vers la droite. Bah ici, enfin Strasbourg, c'est un peu une enclave. Strasbourg, c'est écolo gauche et tout le reste autour, c'est plutôt tendance à droite. Ouais. Alsace. Ah ouais. Après, ouais, Sam, quand on a vécu ensemble avec Damien à la campagne, tu sais qu'on a vécu à Soultz-sous-Forêt, non? Ouais. Et vu que c'est la campagne d'un village de 4000 personnes, là j'ai ressenti un peu de différence par rapport aux gens. Donc souvent le seul Hongrois du village. Ah, ça c'est sûr. Mais j'ai un énorme accent. Une fois que j'ouvre ma bouche, ça devient très évident que je suis pas d'ici. Donc là, j'ai été traité un tout petit peu différemment, mais ouais. Pas dans le mauvais sens. C'était pas discriminatoire. C'était exactement le contraire. C'était mais comment ça se fait que t'as appris la langue? Oh, c'est trop fantastique. Ah, tu parles aussi alsacienne. Donc tu parles alsacien? À cause de Akos, j'ai appris des expressions. Donc quand tu dis Jesus Gott im Himmel, tout de suite ça commence à... Je vois. Ouais, t'es plus intégré que moi, quoi. Toi t'es pas d'Alsace alors? Non, moi je suis mosellane. D'accord. Oh, alors tu fais partie de l'Alsace. D'accord. Ouais. C'est ce que j'ai cru entendre d'ailleurs aussi. Je comprends pas. C'est ce que je dis tout le temps. Ah, ouais. Bien m'embêter avec ça. On n'arrête pas à faire des vannes sur Maxime par rapport aussi, sa copine même de la Lorraine. On est nombreux, hein, Mais je comprends pas. Vous devriez être fiers, être français. Et non, vous êtes carrément concentrés tout le temps sur juste le département. Tout le reste, on s'en fout, tu vois. C'est une attitude de français, c'est ça, d'être concentré. Mais enfin, tu vois, moi je suis très fier de pouvoir vivre ici, mais je me considère, c'est pas que je me considère, j'ai aussi des papiers, je suis français, et donc je suis fier d'être français. Moi, je m'en fous dans quelle région, tu vois. Mais vous avez pas ça, ce qui est assez bizarre. Bah, moi, je l'ai pas trop. Enfin, honnêtement, avant d'arriver en Alsace, j'ignorais qu'il y avait une querelle Alsace-Lorraine, tu vois. D'accord. Et en arrivant en Alsace, quand je disais d'où je venais, à force de me faire vanner, j'ai fini par comprendre. Et en fait, avec Seb, on avait fait une visite du château du Haut-Königsbourg il y a quelques temps, et le guide nous avait expliqué d'où ça venait. J'ai pu le contexte historique exact, les dates, etc. Mais en fait, c'était une histoire de guerre. Et t'avais les paysans alsaciens qui se rebellaient contre l'ordre établi. Et en fait, ils étaient avec des pioches, enfin, ils avaient quasi rien. Et un roi, je sais pas lequel, hein, j'ai pu les donner. Il a envoyé le duc de Nancy pour régler la discorde. Et le duc de Nancy s'est engagé à ne pas tuer les paysans s'ils rendaient les armes. Ils ont rendu les armes et ils se sont tous fait massacrer. Et en fait, c'est depuis ce jour qu'il y a cette animosité entre l'Alsace et la Lorraine. Et la Moselle et l'Alsace, elles ont quand même une histoire commune. Mais à force, avec le temps, vu que la Moselle est rattachée à la Lorraine, ça s'est mélangé, tu vois. Donc en fait, c'est le contexte historique, c'est ça. Mais en plus, il est erroné parce que la Moselle, elle est plus proche de l'Alsace que de la Lorraine. Oui. Donc exact. nous, en Moselle, on connaît pas ces histoires-là. On savait pas. Moi, je suis arrivée naïve il y a 11 ans. Oh, salut, je viens de Moselle. Et... Sérieux, à 11 ans? Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Ouais.
Ça fait 11 ans que je suis ici. Ça fait 11 ans pour moi aussi, d'ailleurs. Quel mois, si je peux demander? Août. Ah ouais, pareil. On est arrivé à Strasbourg exactement au même moment. Ouais. Ça a beaucoup changé, d'ailleurs, non? Tu trouves pas? La ville a grandi presque 2 fois de sa taille depuis qu'on est là. Je l'ai préférée avant, quand même. Ouais, bah, moi aussi. Bon, j'arrive pas à définir si ça vient de ma vieillesse, que je suis moins tolérant, ou parce qu'on est largement plus nombreux. Mais ça devient un peu plus bruyant. Non, c'est peut-être un mélange des deux. Moi, ce que je reproche à Strasbourg aujourd'hui, c'est d'être vachement embourgeoisé. Et déjà, il y a 10 ans, j'ai l'impression que il y avait plein de lieux underground. Et en fait, par rapport à des gens qui sont nés ici, ces personnes ont plus tendance à me dire que déjà, il y a 10 ans, c'était embourgeoisé, tu vois. Donc, ça fait que s'embourgeoiser, plus la ville se développe, plus ça devient mainstream. Et c'est le côté dommage. Tu penses pas que c'est grâce au Parlement européen? Parce que Strasbourg est la ville, la 7e plus riche de la France. Et je pense que c'est uniquement parce que on a le Parlement qui vient ici. Ouais, mais si je me trompe pas, c'est partagé entre Strasbourg et Bruxelles. Oui, vu que Bruxelles n'est pas français. Bah oui, mais le Parlement européen, il est partagé entre les deux, et Strasbourg avait déjà failli perdre le Parlement, il me semble. Ouais, profit de Bruxelles. Oui. Plusieurs fois, ils ont tenté le coup de mettre juste le Parlement en un endroit. Ouais. Et forcément, Strasbourg s'est battu comme pas possible, parce qu'autrement, ils y arriveront pas à gagner autant d'argent par rapport à l'hôtellerie. Et c'est l'hôtellerie finalement qui enrichit la ville. Ouais. Et donc ces derniers 1 an et demi avec Covid et tout ça, vu qu'on n'avait pas de parlement, on avait aussi le budget de Strasbourg est tombé avec qui ils pouvaient bosser. Tu peux voir très clairement sur les routes par exemple. Et on n'avait pas des rénovations, on avait plein de choses qui manquent parce qu'on n'avait pas de income. Pendant le Covid. Là maintenant après. Ah, parce qu'il y a plein de travaux partout là. Oui, ici à côté de moi, on a des soucis, hein, donc surtout en tant que motard, je le sens. Tu vois, c'est une fois qu'il y a vraiment des boss qui commencent, je le sens dans les couilles. Hein, donc, pourquoi c'est une rigide? Je pense que juste la façon comment l'asphalte commence à se désintégrer. Ouais. Il fait des nids de poules, il y a des craquages, ça commence à faire ça, et donc tu peux pas rouler à 30 dessus parce que ça fait ça. Et bon, depuis que j'ai plus de cheveux, ça me plaît pas trop, tu vois. Donc, pourquoi? je peux plus faire le headbang comme avant. Avec ça. Ouais. À l'envers. Hier, on a eu une soirée de stand-up. J'ai raconté ça à tout le monde. C'est pas encore vrai, mais je vais peut-être répéter. C'est que je peux synchroniser avec un autre hélicoptère. C'est pas si facile. Ah, t'as fait ça hier? J'ai raconté ça à tout le monde. J'ai pas ça. Tu peux imaginer ça. Je fais ça et encore on me réinvite d'aider l'organisation des soirées. Non, pas du tout. Ça en fin de soirée, ça peut être cool quand tout le monde a bu. Ouais. Non, on avait trop des. Tu vois, on a une audience assez jeune, assez universitaire, vu qu'on fait du stand-up en anglais, donc c'est assez bourgeois finalement. C'est pas dans le délire. C'est pas là où tu veux. Vraiment, le souci avec mon stand-up aussi, c'est que j'essaie de faire passer l'humour le plus noir de ce que je peux imaginer. Et malheureusement, des fois, ça marche pas trop bien avec eux. Tu vois. Donc, on attend jusqu'à quelle heure? T'as dit qu'il faudrait que tu pars à midi, c'est ça? Donc vers midi. Ouais, d'accord. Ok. Juste pour être sûr qu'on fait pas trop de conneries par rapport à ça. Je veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Non, mais ça va, je pars vers midi, je suis pas là. C'est pas là, ok. Très bien. Parlons un peu de ce que tu fais, parce que ça me fascine depuis que je t'avais vu pour la première fois. Toi, t'avais vu l'expo à la Maison Bleue, c'est ça, quand j'exposais avec Vlad? Oui, déjà ça. Ouais, mais je me souviens plus. Ça, c'était en 2016. Mais je pense de t'avoir connu avant, mais je me souviens plus d'où. Je pense que on faisait partie des mêmes cercles. Ouais. C'est soit la Maison Bleue, soit l'entourage de mes groupes. Je pense, ouais. C'est plus l'entourage. Ouais. Mais parce que, ok, il faut que je t'explique pourquoi ça me fascine à ce point-là. Déjà, je t'avais dit que
en tant qu'artiste, moi, je pense que le truc le plus important qu'il faut qu'on fasse, c'est avoir un effet sur l'audience. Et donc, quand tu réussis de le faire, je pense que t'as gagné. Peu importe s'il aime ou il aime pas, mais quand tu peux pas passer à côté d'une œuvre, alors ça veut dire que t'as gagné. Mon beau-père, il est un des peintres le plus connu de la Hongrie. Et ses travaux, ses peintures, ses photos et tout ça, c'est très glauque, très très agressif, encore une fois, c'est quelque chose que tu peux pas juste regarder, ne pas avoir un avis. Ça touche, quoi. Non. Ça touche, bah voilà, merci. Et tu me montreras ce qu'il fait? Si tu veux, oui, j'ai des livres de lui. Mais le souci avec ses œuvres, c'est que c'est deux fois 1 mètre souvent la taille, et ça passe en 3D, donc t'as des trucs qui débordent. Et donc selon la direction que d'où tu prends le tableau, donc selon la direction d'où tu regardes, ça change vaguement ce qui guide. Ouais, elle a plusieurs. Oui, et basé sur la mythologie, donc c'est pour ça, c'est grâce à lui que que je me suis retrouvé dans le milieu de mythologie grecque. C'est pour ça le Minotaur Project, c'est pour ça donc c'est très glauque. Souvent c'est très. Il a gagné des séries. Alors. En lui regardant dans mon enfance, j'ai appris un peu qu'est-ce que ça veut dire être un artiste. Et souvent, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on perd un peu cette approche. C'est quoi pour toi être un artiste? C'est oui. Pourquoi on fait ce qu'on fait? À mon avis, moi je poserais comme ça la question. Et moi, je le fais parce que quand je le fais pas, ça me fait mal. Il y a une boule de créativité qui veut sortir de ton estomac et je déprime très vite quand il y a rien qui se passe. Ouais. C'est aussi pour ça le podcast, parce que j'adore parler. Et mais quand il y a pas de projet, je commence à être un peu comme ça. Après, je trouve qu'il y a une différence entre le besoin de créativité qu'on ressent, qui nous amène à créer une œuvre, et l'identité d'artiste. Moi, je serais plus d'avis que c'est pas nous qui sommes artistes, c'est les gens qui nous désignent comme artistes ou non. Ok. Tu vois, parce qu'on peut avoir une activité artistique sans l'exposer, voilà, qui reste chez nous, par exemple. Et du coup, cette identité publique d'artiste n'est pas connue. Et c'est comme quand on découvre des œuvres posthumes. Les gens qui de leur vivant n'étaient pas reconnus en tant qu'artistes. Alors pour toi, ça veut dire que on sépare ce genre de fardeau, entre guillemets, qui viennent avec la créativité et la reconnaissance sociale qui est derrière. Je pense que c'est deux choses différentes. Elles peuvent être exploitées en même temps. Mais ouais, moi je pense, enfin, à la base, ce que je fais là, je le fais pas pour qu'on dise que je suis une artiste. D'accord. Tu vois. Pourquoi tu l'as fait? Après, c'est sûr qu'il y a derrière des démarches d'exposition, de visibilité, qui vont dans le sens de l'identité d'une artiste. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis longtemps avant d'accepter ça. Ah ouais, c'est pas si facile, parce qu'après ça devient. C'est une part de toi que t'exposes ou que tu montres ou que tu fais écouter. C'est un morceau d'âme, tu vois. Et c'est pas évident d'accepter à être jugé pour ça. Surtout être critiqué. Mais une fois qu'on dépasse ça. Et alors, t'en es où par rapport à ça? Moi, je pense que j'ai dépassé ça. Ah ouais. Tu t'en fous de ce que... Je pense qu'au début, j'avais plus de mal parce que je suis de nature très timide à la base. Et ouais, je pense que c'était plus le côté timide qui ressortait. Qu'est-ce qu'on va en penser, voilà. Mais à force d'avoir une certaine reconnaissance, je pense qu'on se détend plus aussi. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est pas forcément facile. Ouais. Déjà ça, en regardant tes œuvres, j'étais sûr et certain, tu t'en fous royalement de ce que les gens pensent, à part du fait que ça devrait avoir un effet. Et que ouais, enfin, en fait, moi, mes réflexions, elles s'orientent beaucoup autour du corps, comme je te l'avais déjà rapidement expliqué, autour des normes. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est considéré comme beau dans la société, qu'est-ce qui est considéré comme moche, ou comme difforme, ou comme hors norme. Et du coup, vu que je fais un travail autour de ce qui est hors norme, je dirais,
Ben forcément, c'est pas des choses qui vont plaire au plus grand nombre. Donc ça reste raccord avec... Enfin, mes œuvres sont en accord avec cette réflexion. Le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas de normes à imposer, que... voilà, par rapport à tous ces carcans qu'on nous impose depuis le plus jeune âge. Donc je pense que ouais, je m'en fous si on aime ou si on n'aime pas. Après c'est sûr, je préfère quand on aime. Ah bah bien sûr. Et surtout quand ça se vend bien, parce que ouais, on aime bien être riche aussi, mais ouais, après ouais, je le fais pas pour vendre. Ouais, bah ça, je vois, c'est pour ça. Pas de commande ou vraiment, à moins que ce soit une commande par rapport enfin lié à mon travail ou par rapport à une pièce que j'avais créée, quelqu'un souhaite un truc légèrement différent. Mais sinon, je fais pas ça. Je serais incapable de faire ça. En tout cas, je pense pas. Oui, ça va te déprimer tout autant que ne rien faire, je pense. Ouais, ou en tout cas, c'était mon cas pour très longtemps. Tu sais, c'était ça qui était intéressant avec le projet de studio. C'est toute ma vie, j'ai pensé que je voulais être producteur des groupes, des clients. Et on a construit le studio. J'étais là, j'aimais absolument pas. Je me suis rendu compte que je veux produire mon truc, même mon truc seulement, et rien d'autre. Et ouais, c'est. Et tu pourrais faire ça, enfin ton activité perso, et à côté faire ça. Enfin, tu peux avoir plusieurs casquettes, tu vois. Peut-être, oui. Oui, finalement, ce que je fais chez B&M, c'était pas ça pour que je voulais être musicien ou pour que je voulais. Non. Mais ça me plaît autant, ça me plaît largement plus de ce que j'imaginais au début. Et donc, de rien, l'un peut nourrir l'autre aussi. Oui, c'est vrai. Ah, bon, après, je sais pas comment t'as vécu le Covid, mais ça m'a vraiment bloqué. Moi, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la première phase, j'ai été mise en télétravail, ouais. Donc j'étais souvent chez moi. Et du coup, j'avais j'avais une grosse œuvre qui était en attente depuis un moment. Je sais pas si t'avais vu des photos, mais j'ai fait une énorme chatte avec des gros poils roux, oui. comme ça là. Ouais. Et celle-là, elle était en. Ah, j'ai montré ça à plusieurs de mes amis. On en parle. Je l'adore. Celle-là était en attente depuis quelques mois parce que j'arrivais pas dans mon emploi du temps. Et du coup, j'ai vraiment profité de la première phase, les premiers mois pour la finir, pour mon activité artistique est repartie. J'ai pas eu de blocage parce que de base j'avais des choses en attente parce que j'avais pas le temps. les voisins, voilà. Ils font des travaux. Ouais, ils font des travaux. Bon, ça va pas durer très longtemps, je sais pas. De toute façon, dans les micros, ça s'entendra pas, donc ouais. Il est assez proche, mon micro. Ça va encore. Si tu veux, je le rapproche. Je l'ai mis en omni. Oui, si tu veux. Si ça te gêne pas. c'est une meilleure résultat sonore, mais. Faut pas que je crache dessus. Oh, tu peux, hein. Ils ont vécu des choses, donc. Ok. Ouais, donc ça, j'avais fini cette œuvre. Après, j'en ai fait une autre. Bon, pareil, je l'ai fait sur plusieurs mois parce que j'ai des phases où j'ai le temps et où je prends le temps et d'autres où j'ai moins le temps. Et le projet, faut qu'il mûrisse aussi. Avant de commencer la partie création, je le garde longtemps en tête et je me laisse le temps d'y penser. Et donc le deuxième, c'est t'as peut-être vu des photos aussi, c'est un espèce de gros blob avec des doigts qui sortent et t'as une chatte et un trou du cul et t'as une tentacule qui sort du trou du cul. Et ça, ouais, je l'ai aussi créé pendant le confinement. Donc j'ai fait ces deux pièces-là et je dirais que ouais, j'ai pas eu une grosse création à cette période. Il y avait trop de trucs. Ouais. Ouais. Il fallait qu'on change. Moi, ça m'a pas bloqué. Ouais. Après, j'ai pas ressenti parce que j'ai des amis qui sont aussi, qui ont une création artistique autre, et eux, ils se sentaient bloqués. Ils avaient l'impression d'avoir une obligation de résultat parce que tout le monde disait j'ai enfin du temps, je peux faire plein de trucs. Et du coup, si toi ça va pas et t'as pas envie de créer, t'as l'impression, les gens se mettaient une pression tout seuls, une pression sociale en fait, de devoir créer des choses alors que ils avaient pas envie, même s'ils avaient le temps. Donc il y a eu des mal-être par rapport à ça, mais moi j'étais complètement étanche à ça. Tant mieux pour toi. Franchement, moi ça allait. Hein. Ouais. C'était plus l'aspect restriction des libertés d'aller et venir.
Voilà, mais j'ai essayé de me mettre dans ma bulle quand même parce que sinon tout absorber, toutes ces choses trop négatives, c'est pas vivable. On peut rien faire, c'est des choses sur lesquelles on peut pas agir. Donc à quoi ça sert de se frustrer Oui, mais je pense je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste que j'ai vraiment l'impression souvent ça passe pas par une décision consciente. C'est oui, ça sert à rien de se frustrer de ça, mais la frustration s'en fout de ton logique, tu vois, ça vient d'une autre part de ton cerveau, donc c'est difficile à dire que OK, je me calme et tout ça. Je pense que c'est non, mais tu peux essayer de te mettre dans un environnement qui est plutôt propice à la sérénité. Tu vois, moi, j'ai arrêté d'aller sur les réseaux, j'ai arrêté de lire des trucs parce que on entendait tout et n'importe quoi et ça continue aujourd'hui. Et je pense qu'il faut arriver à mettre une barrière. Sinon, c'est pas possible. C'est intéressant comment tu vis les choses d'une façon très similaire à moi. C'est avec le début de confinement, j'ai quitté presque tous les réseaux sociaux. On n'est pas les seuls, je pense. Oui, oui. Et je me suis rendu compte ensuite que ça me laisse descendre les anxiétés. Je suis plus calme, je dors mieux. Oui, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont beaucoup une fonction de média. L'information, elle se diffuse quasi immédiatement et tout le monde peut poser son avis et décréter des choses sans vérifier. Et du coup, c'est comme la télé. Enfin, moi, j'ai pas la télé, je regarde pas la télé parce que déjà ce qu'il y a en soi, ça m'intéresse pas vraiment. Et après, pour les informations, c'est soit des trucs hyper déprimants, hyper négatifs, soit des choses très puériles. De la rentrée scolaire ou je sais pas, ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, je trouve ça aussi une perte de temps souvent. Et essayer de sélectionner l'information. Oui, mais comment tu sélectionnes? Ça c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai commencé à faire ça. C'est que parce que j'avais mal à filtrer. J'avais mal à pouvoir juger correctement à qui croire quand il s'agit de quelque chose. Donc, vu que je connaissais énormément du monde qui était compétent dans quelque chose de très précis, quand j'avais envie de parler de la biologie, par exemple, qui me fascine beaucoup, qui était le sujet ces derniers 1 an et demi, j'appelle quelqu'un qui a une PhD en biologie, un virologiste qui va expliquer qu'est-ce que ça donne. Donc, on va pas... tu fais appel à des professionnels, enfin, des gens qui ont des connaissances, des compétences dans les domaines... Mais alors... Pour les autres, moi je comprends pas comment vous filtrez vos news. Déjà moi ce que j'essaie de garder en tête, donc déjà quand je lis un article, où je partage jamais un article sans l'avoir lu, et quand je le lis, j'aime bien quand même regarder la source. Et après j'essaie de garder en tête que les contenus qui me sont proposés, ils sont quand même proposés selon ils sont calculés par des algorithmes selon mes centres d'intérêt ou ce que je vais liker ou voilà. Donc j'essaie de garder en tête que la réalité qu'on me montre, c'est pas forcément la seule et l'unique. Oui. Parce que fut un temps, j'avais tendance à croire que tout le monde pouvait me comprendre ou partager mon avis ou enfin, je sais pas, si par exemple je connaissais un artiste, je pensais que tout le monde le connaissait, mais en fait, non. Absolument pas, ouais. Et c'est intéressant. C'était un peu naïf, tu vois, mais... Voilà, non, je pense... Ça me semblait une évidence, alors que non, c'est pas une évidence. Je pense que c'est un résultat des algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'ils cherchent les contenus qui seront intéressants pour toi, et en conséquence, ça peut créer ça s'appelle une chambre d'écho. Je sais pas si ça se dit en français, un echo chamber, qui rassemble des gens qui pensent de la même façon. Mais c'est pour ça que ça crée des sortes de bulles et que justement les gens n'arrivent plus à débattre, parce que si dans la vie réelle ou même sur les réseaux, on tombe sur quelqu'un qui est à l'opposé de nous, forcément, je trouve que les gens ils n'arrivent plus à juste débattre sans s'engueuler, sans que ça parte dans tous les sens. Et ça, c'est dommage. Et je pense que c'est pour ça aussi que je veux pas débattre sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, les gens me fatiguent. En gros. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'ai fait exactement le contraire. J'ai construit ça juste pour que je puisse inviter les gens avec qui se débattre. Et quand ça commence à être aussi intime,
qu'il y a rien qui te dérange, il y a pas de réseaux sociaux à côté, il y a pas, bon, on se bourre la gueule des fois pendant les podcasts, mais c'est quand même rare. Et ça part pas en couille tout de suite. Ouais, mais il y a un contexte, tu vois, t'es là, t'es enregistré, voilà, il y a une finalité quelque part, alors que en soirée ou dans un bar, ben la bienséance est moins requise, tu vois. Oh, c'est vrai, ouais. Oh, c'est sûr. Après, tant mieux que ici ça parte pas en baston ou je sais pas. Mais parce qu'avec moi, souvent, je pense faire partie des gens un peu qui pourra te saouler pendant une soirée. Surtout quand je pars en couille tout de suite. Mais donc ça, c'est tout le monde, ça. Oui, l'alcool, mais bon. ça rend pas plus intelligent. Oui, c'est rarement le cas, disons. Oui, c'est vrai, mais bon, je sais que c'est un de mes défauts, donc je travaille sur moi pour être un peu plus gentil, plus attentif, considérer les avis des autres, parce que même si j'ai l'impression que j'ai un diplôme sur tous les sujets qui existent, peut-être j'en ai pas, tu vois. Donc, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte une fois que j'ai lâché les réseaux sociaux que je connais très peu de choses qui sont vraiment sûres. Donc quand il s'agit un peu de la musique, j'ai une avis plus ou moins éduqué sur les langues, peut-être comment ça se fait vivre en Hongrie ou en France, changer de pays par exemple. Mais à part de ça, c'est un peu. Ouais, mais je trouve que la première étape pour justement être vigilant et pas se laisser avoir par rapport aux sources d'infos qu'on a et avec lesquelles on s'alimente, c'est justement d'avoir conscience de ça, de prendre assez de recul pour se rendre compte qu'en fait on sait pas forcément tout et que ce qu'on nous montre c'est pas forcément la vérité absolue. Mais ça demande une certaine maturité et beaucoup de gens n'ont pas ça. Entre les gens qui n'ont pas ça, les gens qui font exprès de troller juste parce qu'ils aiment bien mettre le bordel et les gens qui ont du recul, enfin ça peut être compliqué. Ouais. Ah, je suis d'accord. Et en soirée, t'as souvent ces trois types de personnes. Ouais, je pense que la majorité des gens que je connais, hors d'ailleurs de notre lieu de travail, parce que là, je m'entends avec plusieurs personnes, c'est rare d'avoir un rassemblement des gens. Mais il y a une belle cohésion. Oui, c'est vrai, ouais. On a envie d'y être, on a envie d'en faire partie. C'est vrai, c'est un des meilleurs endroits de travail où j'ai jamais bossé. Moi aussi. Je sais pas. Ouais. Le fait qu'on crée des trucs qui touchent la dernière technologie et ensuite on se tire dessus avec les Nerf guns, moi ça m'éclate à mourir. C'est trop cool. Tu vois, oui, c'est fantastique. Comme ça, Puis travailler avec ses amis, c'est quand même une chance. C'est vraiment pas mal, ouais. Et être inspiré par les gens qui savent ce qu'ils font, qui sont corrects avec toi. Il y a pas d'engueulade, il y a pas, c'est pas irrespectueux. Mais irrespectueux, disrespectueux, comment? Irrespectueux, oui. Mon français, franchement, surtout les matins, je déchire. Est-ce que tu penses que tes œuvres sont influencées par oui, tes œuvres sont influencées par quoi? Comment tu es arrivé à cette recette? Parce que il y a pas de recette. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très clair. Déjà, ce que j'aime bien avec les bonnes œuvres artistiques, c'est que tu peux absolument pas les confondre avec les œuvres de quelqu'un d'autre. D'accord? C'est que tu écoutes un de mes musiques, au bout d'un moment, tu vas reconnaître parce qu'il y a des signatures. Ton travail est tout à fait la même histoire. C'est que tu sais exactement ce que tu veux voir et quels éléments peuvent être impliqués dans la création et quels éléments peuvent pas être. Et surtout sur ça, j'ai vraiment l'impression que tu t'en fous des avis des autres. Vraiment, tu sais exactement ce que tu veux créer. Mais alors, comment t'es tombé sur ta recette toi-même? Je pense qu'elle s'est fait en plusieurs étapes. À mon avis, comme tout le monde. Oui. En fait, donc déjà il y a la matière, c'est le textile. Montre-moi ce que t'as. Ouais. Déjà parlons de ça un peu. Je sais pas si je peux le montrer. J'aimerais bien que ça soit dans la caméra parce que oui. Celle-là, elle est à part dans les œuvres que j'ai faites. C'est vraiment. En plus, c'est vraiment pas le genre de technique que toi tu utilises. C'est de la broderie. Tu sais ce que je vais faire? J'ai quelques pièces en broderie. Je vais prendre des photos et puis je vais les mettre quand tu regardes comme ça. On n'a pas besoin de... Celle-là, elle est à part parce que moi, je travaille beaucoup, comme tu as pu le voir, au niveau du sexe féminin. Oui. Et là, tu constates que c'est un pénis, celui de Seb. Voilà.
Il voulait que je le dise, alors je le dis. Mais c'est ça. Hein. Et en fait, bon, tu vois, c'est une pièce qui est... en gros, c'est un mec qui porte un string en dentelle, ce qui existe. Hein. Mais reviens à ce que je disais, que il y a beaucoup de tabous dans notre société occidentale où surtout la part de féminité chez un homme, elle doit être reniée complètement, alors que ça existe et dans toutes les communautés, je dirais, parce que les gens vont peut-être dire oui, c'est les homosexuels qui portent des strings en dentelle, mais c'est pas vrai. Il y a pas que ces personnes. Il y a tous ceux qui ont envie d'en porter, ils en portent en fait s'ils ont envie, et on devrait pas se bloquer pour ça. Donc là, c'était plus un travail autour de ça, autour des normes de sexualité, de fantasmes, qu'est-ce qui existe en vrai dans l'intimité, tu vois. Cette pièce, c'est ma première à avoir été envoyée à Los Angeles pour une expo d'art érotique. Oh yeah. Ouais, j'en suis fière. Ah ouais, félicitations. À Los Angeles en plus. Ouais, dans une galerie d'art. Ah putain. Ouais, j'étais très contente. C'est j'avoue, pour moi, c'est un peu comme à quoi je pourrais faire la comparaison. C'est perturbant quand même. J'arrive pas à passer à côté. Et je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire vraiment exactement. Mais je peux absolument pas négliger le fait que ça me parle chaque fois. Je suis fasciné par l'audacité que t'as. En fait, c'est un travail sur les différences et sur la diversité. Mm-hmm. Et ouais, le but, c'est quand même de montrer qu'il n'y a pas de règles à suivre. Donc peut-être que ça te parle parce que toi non plus, tu suis pas forcément toutes les règles. Oui, mais ça touche. Mais j'ai toujours pensé que dans ma sexualité, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de très standard. En regardant tu sais que j'ai travaillé pour les films de porno vaguement. J'étais un peu impliqué dans le milieu. Mais le son, je fais le son partout, donc il fallait faire. Tu prenais le son ou tu créais des musiques? Non, c'était même pas. les musiques, elles sont souvent nulles. Hein. Oui, c'est vrai, mais les histoires aussi, tu regardes pas pour savoir si le mec de pizza, tu vois, mais quelle pizza c'était oui, s'il va jouir à la fin ou est-ce que ce serait une romance. Non, tu sais exactement comment ça va dérouler. Donc, non, j'ai fait authoring sur les sorties de DVD. Parce qu'il fallait un ingénieur du son qui comprend, qui connaît aussi tous les standards de streaming, donc il fallait que j'écoute, je sais pas, un week-end j'ai testé le truc, c'était pour Dorsel, j'ai testé le truc parce que c'était horriblement bien payé, donc on m'a envoyé genre 16 heures de et t'as fait ça tout le week-end? Tout le week-end, et j'avais plus envie de vivre ensuite, vraiment. Et non. C'est juste une histoire à part. Mais en regardant les tendances et les choses vraiment populaires sur les sites de cul, je vois que ça m'intéresse juste pas. Mais mais tu viens de dire justement que c'est des choses populaires. Donc c'est du porno souvent fait par des hommes pour des hommes. Et ça reste des fantasmes très basiques. Il n'y a pas vraiment de recherche, tu vois, au niveau des diversités en termes de sexualité et de fantasmes. Mais ça aussi, c'est en train de changer. Il y a le porno féminin qui se développe. Il y a plein de trucs. Porno lesbien et féminin, notamment. Pour sortir des images clichés où forcément la femme doit hurler et puis où tout est orienté sur la jouissance de l'homme. Alors que la jouissance de la femme peut exister aussi, et la jouissance de tout individu, sans parler de genre ordinaire. Ça évoque tellement de sujets tout de suite, je sais pas dans quelle direction à partir tout de suite, parce que c'est d'une manière, je pense qu'on a l'équivalent qui était créé pour les femmes, mais ça parle pas du sexe notamment. Ça parle, tu vois, pour moi, souvent les films qui sont dans le genre romantique, c'est un peu la même démarche. C'est que ça vend un rêve très profond dans notre cerveau. Et ça, c'est plus pour les femmes.
Mais j'ai vraiment l'impression, c'est fait plus pour les femmes, mais après, je pense que les femmes, elles sont pas forcément toutes ou tout le temps en mode romantique. Je dis pas le contraire, absolument. Ça reste t'as raison. encore des constructions sociales de qu'est-ce que doit être une femme, qu'est-ce que doit être un homme, et d'ailleurs, c'est très binaire parce que les femmes et les hommes, il y a pas que les femmes et les hommes. Moi, je pense qu'il y a une pluralité des genres et c'est très complexe et c'est à la fois complexe et pas complexe. C'est complexe parce qu'on se prend la tête en mode tout est bleu ou tout est rose, mais en fait, non. Il suffirait juste d'accepter et voilà, il n'y a pas de... Ah oui, ça dépend de ta définition d'une femme et un homme. Parce que... Pour moi, il n'y a pas que les femmes ou que les hommes. Mais je comprends ça bien, mais tu vois, si j'amène une biologique, quelqu'un qui travaille dans la recherche biologique, il va te dire que oui, bon, à part d'un pourcentage très petit, il y a que ça. Finalement. Oui, mais tu viens quand même de parler d'un pourcentage. Oui, mais tu vois, donc si on définit par les chromosomes, alors c'est assez évident que c'est ouais, on généralise bien sûr, mais c'est assez binaire. Par contre, être un homme ou une femme, c'est pas juste ton existence biologique. Avec ça, je suis d'accord. Et donc là, ça devient assez gris dans l'histoire. Et donc c'est pour ça, ça dépend de ta définition. C'est un peu mes questionnements dans mon travail d'artiste et dans les valeurs que j'ai. C'est tout un éventail de gris. Mm-hmm. Et oui, si on prend un point de vue biologique strictement binaire, ok, il y a les vulves et il y a les pénis, mais je trouve que c'est plus complexe et l'être humain est plus évolué que ça. Mm-hmm. On peut largement considérer qu'il y a d'autres choses qui existent. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est dans le mode aujourd'hui d'en parler, je pense. Une mode, c'est un terme un peu... Oui, en français, tu sais, donc c'est pas le mode, mais Plutôt, il y a une volonté de rendre visible, de donner de la visibilité à plein de personnes qui jusqu'à présent étaient plus mises de côté parce que hors norme binaire, homme, femme, fille, garçon. Mm-hmm. Et voilà. Ouais, donc mon travail, il s'intéresse beaucoup à ce type de questionnement. Après, au-delà de la sexualité, je m'intéresse aussi aux corps qui sont meurtris, aux personnes qui ont des handicaps physiques ou qui ont eu des blessures. Et l'expo à la Maison Bleue en 2016, c'était par rapport au cancer du sein avec des ablations partielles ou totales. Ah oui. Ouais. Et quelles étaient les étapes de construction et de reconstruction, que ce soit physique ou mentale, d'une personne qui a dû avoir une ablation. Et j'avais brodé des motifs sur ces seins qui étaient atrophiés et ça représentait, c'était un travail autour du tatouage en tant que thérapie. Mm-hmm. C'était un travail sur ça à l'époque. C'est le truc le plus métal de ce que je peux penser aujourd'hui, vraiment. Mais j'ai vraiment, tu sais, ce que j'arrive pas à décider en regardant tes œuvres, si c'est une expérimentation vers l'intérieur ou c'est voulu de ta part de provoquer ou choquer ou je sais pas. C'est quelle est ton intention avec... Il y a une part de moi au quotidien qui aime bien provoquer quand même. Mais elle est assez modérée, elle est tempérée. Je suis pas en mode taré. Pas au quotidien. D'accord. Mais c'est peut-être un mélange des deux. Il y a le côté de vouloir donner une visibilité à ce qui est considéré comme difforme ou hors norme. Mm-hmm. Et quelque part, c'est une provocation parce que c'est montrer aux gens ce qu'ils veulent pas voir. Et c'est aussi dans ce sens-là que je m'en fous si les gens aiment ou pas. Parce que si je veux faire des choses que les gens aiment, je vais pas faire ça. D'accord. Mais c'est quand même aimé par certains, tu vois. Même. Je pense que je suis pas la seule à avoir ces réflexions et je touche principalement ces personnes-là, à mon avis. Moi, j'adore que ça pose les questions. C'est parce que comme ça, tu vois, c'est. Tu l'as à l'envers. Pardon. Ça, Alors, les titres sont importants dans mes œuvres. Celle-là, c'est une tripotée.
Un tripoté. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein de doigts qui... Les doigts, sérieux, c'est... si tu utilisais les couleurs plus noires, je dirais que c'est une pièce d'horreur. Mais vraiment. Il y a un côté un peu fric, c'est un peu monstrueux. Ouais. Et araignée. Ouais. Un peu, un peu... Pourtant, je suis pas fan des araignées, mais... oui, mais ça... je trouve ça fantastique, l'idée de vouloir... Oui, parce que on peut pas s'en empêcher de parler. C'est, oui, Pourquoi? Déjà, bon, étant artiste, je sais que toi, t'es pas tes œuvres. Hein. Donc, je dirais pas que oui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi? Non, c'est pas forcément la vie tordue. Enfin, quelque part, mon travail, c'est une part de moi, mais je vais pas, enfin, je pense pas que mon travail évolue autour d'un traumatisme ou quelque chose, quoi. C'est plus les questions. Ouais, des réflexions, des choses qui me touchent, quoi. La sélection des matériels, c'est quand même fabuleux. Et alors, quand tu décides de faire une nouvelle œuvre, ça se passe comment? Parce que, de nouveau, je comprends une arc créative pour quelqu'un, mais j'ai jamais travaillé avec les trucs que tu peux vraiment toucher. Donc, comment tu conceptualises, d'où ça vient? Tu rêves je sais pas. En fait, souvent, je sais pas si c'est systématique, mais souvent, d'un coup, j'ai une idée qui me sort de nulle part. Enfin, j'ai l'impression que c'est nulle part, mais c'est sans doute issu d'inspiration, d'une construction, des réflexions que j'ai eues avant. Et j'ai une image en tête d'une pièce que je voudrais faire, mais comme je te le disais, j'attends toujours avant de la faire parce que je veux laisser évoluer. J'y réfléchis de temps en temps. Souvent, j'y accorde, je sais pas, j'y réfléchis 10 minutes par jour pendant 3 mois et après, je me lance. Au niveau du textile, c'est, ce choix d'utiliser que du textile, je l'ai eu à la fac quand j'étais en master en art visuel. Et en fait, ou c'était même en licence, le prof nous a imposé un seul médium. Et moi, j'ai décidé de travailler avec le textile, je sais plus pourquoi. Et en fait, depuis ce jour, j'ai plus jamais quitté le textile. Auparavant, je faisais un peu de peinture, je dessinais, mais rien de bien dingue. Hein. Et c'est vraiment ce matériau-là qui m'a amené plus dans la création artistique pure, je dirais. C'est intéressant, surtout en connaissant que normalement, là maintenant, tu travailles avec la communication, donc qui n'a absolument rien à voir avec les choses que tu veux toucher. Oui et non. En fait, là, c'est plus... j'ai mon activité d'artiste, mais je fais aussi du commissariat d'exposition et de la scénographie d'exposition. Donc, j'organise des expos, que ce soit pour moi ou pour d'autres, et la plupart du temps pour d'autres, où je présente les travaux, les œuvres d'artistes. Et donc, il y a toute la phase de communication, de marketing, de vente qui intervient également. Donc, je suis un peu des deux côtés. Je suis à la fois du côté de l'agent d'artiste, on va dire, et du côté artiste. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je me vends pas très bien en tant qu'artiste, parce que je pense qu'on se vend jamais vraiment bien, on vend mieux les autres. Et ouais, c'est comme ça que j'en suis venue aussi à la communication. J'ai travaillé en tant que chargée de com dans une galerie d'art pendant 3 ans. Et là, je suis en train de lancer mon activité de consulting. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. C'est vrai. Et je pense d'ici début d'année prochaine, ça devrait être bon. D'accord. Ça sera lancé. Je trouve ça vraiment fascinant parce que je comprends d'où ça vient d'une certaine manière. C'est que travailler avec un autre médium de ce qu'on fait dans la vie pour gagner nos pains, souvent ça aide pour ne pas être bloqué sur le truc. Imagine si tu devrais vraiment faire des œuvres pour vendre. Ouais, ce serait pas le même genre de recherche, c'est sûr. Bah non, je pense pas. Après, ouais, ce serait cool d'avoir des ventes régulières, mais lui, il fait peur un peu. Ça, j'avoue. Si tu veux, je le. c'est le côté. C'est les côtés. Mais je vais pas mentir. C'est la raison pourquoi je les aime, parce qu'ils me dérangent. C'est parce que j'arrive pas. Chaque fois quand je regarde, soit ça pose les questions, j'arrive pas à passer à côté en disant y a rien que ouais,
Pourquoi? Comment arriver sur ce truc-là? Tu vois, souvent les genres d'images que ça me donne, et en plus le fait que tu peux toucher, c'est encore ça le rend encore plus personnel. J'aime bien cette dimension-là, que c'est une sculpture, mais en même temps c'est un objet un peu doudou qu'on peut toucher. Oui, mais ça, si dans un autre contexte, ça pourrait très bien être une scène d'horreur pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a un côté démembré aussi. Déjà ça, oui, c'est très concentré, donc c'est impersonnel. Il y a pas c'est pas la personnalité de la personne qui compte, c'est juste un bout de viande finalement qu'on met en affiche. Il y a une déconstruction des corps et ouais c'est très orienté sur joli cul. Un peu plat, mais c'est pas pour le coup c'est l'avant qui est important, pas l'arrière. Oui. Mais celle-là aussi a été à Los Angeles l'année suivante avec une autre pièce que j'ai pas pu ramener aujourd'hui. J'imagine que t'as eu le même genre de critique que moi j'ai eu au début quand j'ai lancé mon YouTube. Et c'était là où j'ai compris de ne pas les prendre au sérieux. C'est en 2012. J'avais un tout petit peu de succès avec la musique que je distribuais, et le même jour, dans les commentaires, j'avais les deux choses, une après l'autre. C'est que c'est la meilleure musique que j'ai jamais entendue. T'es un des plus grands créateurs de l'univers, c'est fantastique, je veux acheter tout. Et ensuite, celui-ci, oui, il faut que tu te tues, c'est la pire chose, il faudra que tu arrêtes. C'est d'écrire des choses pareilles. Oui, mais ni l'un ni l'autre ne sont pas vrais. Je suis pas le meilleur compositeur, ou ni le pire, tu vois, je fais moi des expérimentations. Mais bon, l'agressivité de... Oh, ça me dérange pas, oui, à l'époque ça m'a dérangé, mais après... Ça fait mal quand les gens, même si ça vient de quelqu'un qui troll et voilà, mais... Non, ça fait pas mal, parce que ça veut dire que t'avais un effet. Et c'est ce que je voulais. C'est vrai qu'il a dû détester ça. Ah oui, mais tant mieux. Et tu vois, à tel point que tu prends ton temps précieux pour écrire un commentaire, t'exprimer ton avis, tu vois, c'est limite comme mettre son avis sur une plaque de carton et puis faire la manifestation. C'est vrai que donc, souvent en France on dit que l'indifférence c'est mieux, tu vois, pour blesser quelqu'un, mais là il n'était pas indifférent du tout. Ouais. Et ça me blesse pas. Je sais que c'est pas trop réaliste de croire ni à l'un ni à l'autre. Parce que c'est de la connerie. Je suis pas le meilleur compositeur de l'univers. Je suis un des compositeurs. Donc, mais ça m'a plu. Dans le sens où, ah oui. Mais c'est bien, okay. Tu l'as bien abordé, en tout cas. Ça m'a pris avec du temps recul, aussi. Quoi. Mais t'as eu la même histoire. J'imagine que quand t'as des expos, il y a des gens qui viennent te voir ou, Alors, personne m'a jamais agressé et dit d'aller me suicider. Oui, ça, c'est l'Internet et YouTube. Alors, il y a des gens qui aiment pas, mais, justement, ils aiment pas parce que ça les dérange. Tu vois. Oui, mais c'est pas toi, t'aimes bien pour parce que ça te dérange, t'en aimes pas parce que ça les dérange. Mais le fait que ça a un effet sur moi, je peux pas renier. Je peux pas, et c'est ce qui compte. Pas tous les pièces d'œuvre veulent te plaire. Et je pense qu'on se trompe, en tant que société si on pense que tous les œuvres devraient plaire. Mais c'est pour ça que c'est aussi bien de s'intéresser à... Enfin, moi, je parle au niveau du milieu de l'histoire de l'art, des arts visuels. J'avais une prof qui nous disait « Allez voir des expos, même si vous n'aimez pas l'artiste, allez-y, parce que vous allez toujours en tirer quelque chose, c'est quand même enrichissant. » Et du coup, moi, quand j'aime pas une œuvre ou un artiste, je vais quand même... m'intéresser à ça pour essayer de comprendre pourquoi j'aime pas. Parfois, je reste sur mes positions et parfois, je me dis, en final, c'est du génie. Et c'est bien de se remettre en question et de remettre en question ses impressions pour se construire aussi. Ah, je suis d'accord, je dis exactement la même chose à mes élèves. Il faut regarder tout ce qu'on n'aime pas, mais faut pas se fermer à uniquement ce qu'on aime. Faut rester ouvert parce que ça peut amener des découvertes. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des choses qui s'apprennent et sont pas abordables et il faut apprendre à les aimer. C'est comme tout à l'heure, je te parlais du café, le café noir, ça, faut apprendre à l'aimer noir. Ouais, bon, ouais, avec ma synesthésie, de toute façon, moi, j'ai pas de palette, donc c'est pour ça que ça marche pas pour moi. Moi, je sens uniquement un seul goût, c'est pour ça que je mange pas. Bon, donc c'est un peu compliqué sur ce niveau-là. Mais c'est l'exemple, quoi. Oui, mais je comprends très bien. T'avais des bons profs alors, parce que là, c'est pas quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'a dit tout le temps. Parce qu'il faut écouter la musique, par exemple, quand tu veux être musicien, il faut écouter la musique attentivement, surtout les choses que tu aimes pas, parce que le moitié des panels qui peut t'enrichir sont dedans. Ouais.
Je sais pas, est-ce que tu peux apprendre d'une autre plasticienne? Bah, moi, je vais prendre un exemple très connu et beaucoup de gens n'aiment pas, c'est Picasso, par exemple. Mm-hmm. Picasso, déjà, il faut savoir qu'il a pas eu que sa période cubiste, il a eu d'autres périodes, rose et bleu notamment, où en fait, il dessinait, mais vraiment de façon excellente. Donc dire, Picasso, un enfant peut le faire. La difficulté dans le travail de Picasso, c'est d'avoir réussi à... Il a dû apprendre à déconstruire l'acte de dessiner pour s'émanciper en fait des beaux dessins. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a eu tout un process derrière de recherche pour apprendre vraiment à aller au-delà de l'acte du dessin. Et du coup, ouais, un enfant, effectivement, il pourrait faire des choses comme Picasso les a faites, sauf que l'enfant, il s'est pas construit comme un adulte. Donc il est plus pur dans son approche de... Moi, je suis entièrement, non, je suis totalement contre cet avis. Non, un enfant pourrait pas faire la même chose. Quelque chose qui ressemble. Qu'il pourrait faire la même chose. Mais je comprends, les gens disent ça. En tout cas, un enfant, il va pas se prendre la tête quand il dessine. Mais... Tu vois, il va dessiner, il va ressentir, enfin, il va dessiner ce qu'il ressent. Et en fait, moi, Picasso, j'ai appris à apprécier, à l'apprécier en tant qu'artiste et à apprécier son œuvre, parce que, je me suis renseignée dessus, j'ai pris la peine d'en savoir plus sur son parcours en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, c'est un artiste que j'apprécie son œuvre artistique par rapport à ça, par rapport à toute la réflexion qu'il y avait derrière, toutes les recherches. Donc Picasso, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est ça. Grave, oui, mais parce qu'il a compris. Mais il y a deux choses qui sont géniales dans Picasso à mon avis. Déjà, il a compris toutes les règles pour pouvoir les franchir. C'est ça. Exactement. Et l'autre, c'est qu'il était le premier à faire. Donc il y avait aujourd'hui Braque aussi, mais Braque, il a été un peu invisibilisé. D'accord. C'était, il a fait les recherches cubistes avec Braque. Ok. Bon, là. Mais tu vois, le plus connu, c'est Picasso. Bah forcément, oui. mais tu vois, c'est ça. Si on ignore le contexte, oui, un enfant pourra faire quelque chose qui ressemble, mais ça va pas mais ça va pas te toucher de la même façon. Et c'est ce qui est magnifique avec Picasso, c'est qu'il y a un contrôle sur les résultats. C'est pas aléatoire. Un sur C'est consciemment choisi comme ça. C'est pas à l'arrache comme avec un enfant. C'est ça. Et c'est ça qui est appréciable chez Picasso. Ah ben grave. Il faut le savoir, il faut l'apprendre. Enfin, ça demande en tout cas d'y réfléchir. Tu connais la musique de Bartók, hein? J'ai eu la même expérience avec lui. Hongrois, comme donc il était un peu plus grand. Je pense qu'autour des années 1920, il a fait des morceaux qui s'appellent Microcosmos. Quand il s'agit des progressions des cordes, il a vraiment allé au-delà de tout le monde. Donc c'est difficile à écouter parce qu'il faut comprendre pourquoi certaines choses passent comme ça. Autrement, si t'as pas d'éducation derrière, c'est comme ça. Tu as l'impression que quelqu'un tape sur le piano aléatoire. C'est ce que tu viens de dire, ça demande une éducation. Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'aimais pas à l'époque. Et donc, à l'école de musique, on m'a appris comment ça a devenu un de mes préférés parce que, il avait un contrôle sur le truc. C'est pas à l'arrache du tout. C'est vraiment, il savait ce qu'il voulait faire. C'est juste, c'est une palette qu'il fallait, il fallait développer. Donc, oui. Mais j'ai l'impression que tu parles dans la même direction avec tes œuvres. Donc, ma question, c'est, où tu vois aboutir ça? Qu'est-ce qu'il y a encore à franchir avec tes œuvres? Est-ce que tu réfléchis de ça dans ce sens-là ou pas? Non. Ok. Non, donc, pas. Il y a un fil rouge esthétique, hein, comme tu le disais. C'est très reconnaissable. C'est un univers très reconnaissable. Mais j'ai pas de finalité parce que je pense que ça va évoluer avec moi et avec le temps. Comme n'importe quel artiste. Après, oui, il y a sans doute des artistes qui ont des œuvres, ce qu'ils appellent leur masterpiece, leurs œuvres, les œuvres qui les caractérisent le mieux. Mais non, moi, j'ai pas de... Donc, il n'y a pas de but, finalement, avec il y a un but de questionnement, de réflexion. Il y a ce besoin de création. J'ai aussi une boule au ventre quand je prépare. Oui, mais ça c'est rare. J'entends rarement des gens dire ça. Et ça m'étonne pas qu'on est d'accord dessus, mais ici, je connais pas beaucoup de monde qui l'a. C'est un besoin viscéral, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est ce que ça veut dire être créatif, parce que
t'as un besoin de créer, littéralement le mot. Après, il y a plein de façons de créer. Là, on parle de création artistique. T'as plein de façons de créer. T'as plein de moyens de canaliser. T'en as d'autres qui créent, je sais pas. Oui, mais je vois rarement le besoin après un certain niveau. Donc la plupart des gens que je croise, c'est ok, ils peuvent être créatifs ou il peut créer quelque chose, mais c'est pas un besoin, c'est juste c'est un hobby, ça devient. Moi quand je m'arrête, je suis comme ça, tu vois, Moi j'ai des phases. Là par exemple, je suis dans ma phase de création d'entreprise, donc je suis dans des démarches très administratives. Très carré, tu vois, il faut que je crée des outils de communication, etc. Donc moi là, en ce moment, je travaille à ça. Du coup, ma partie création artistique, elle est complètement mise entre parenthèses. D'accord. Parce que j'arrive pas, j'ai besoin de compartimenter et j'arrive pas à mener l'un et l'autre de front. C'est pas possible. Là, tu y arrives. Je pense que intellectuellement, ça me demande trop. Enfin, ça me convoque quand même. Ça convoque plein de choses et je peux pas faire les deux en même temps. En général, j'ai des phases comme ça. Oui, moi, j'arrive pas. Mais c'est comme avec le bordel, peut-être. C'est que tu arrives à t'organiser largement mieux que moi. Je cloisonne beaucoup. Oui, mais tu vois, ça, c'est un truc assez contradictoire, je pense. Parce que être créatif d'une certaine manière, pour moi, ça veut dire que tu peux franchir vraiment les lignes, il faut les connaître, mais ça veut dire que tu ne les maîtrises pas. Seb, il dit un truc, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais ça me fait rire. Il dit que dans ma tête, c'est tellement le bordel et je pars tellement dans tous les sens que j'ai besoin d'être hyper rigoureuse pour compenser, pour que ce soit viable, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai pas l'impression, mais... Ouais, ouais. Mais j'ai un côté très rigoureux parce que je pense que si je l'ai pas, j'avancerai pas parce que ce serait complètement tu arriveras jamais à finir une pièce, ouais. Il faut avoir la discipline pour j'ai un côté très discipliné, j'ai aucun problème à m'autodiscipliner, à bosser en autonomie, à atteindre mes objectifs et en fait, j'ai tendance à vouloir à attendre la même chose des autres. Ah oui, bah moi aussi. C'est pas vrai, enfin tout le monde n'est pas comme ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est un peu ce cliché véhiculé de l'artiste tu vois, ouais, c'est un artiste, il est à l'arrache, c'est normal. C'est pas vrai, on peut être un artiste et être rigoureux. On peut, mais je pense que c'est si, je pense, mais je vois rarement les gens qui arrivent à avoir l'équilibre entre les deux, mais souvent ceux qui ont un peu de succès ou des œuvres abouties, c'est eux qui ont l'équilibre entre les deux. Ouais. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, tu vois loin, même si c'est absolument pas ton métier, tu vois de loin quand tu croises quelqu'un comme ça, l'œuvre, comme avec les tiens, j'ai vu, mais ça me parle parce que je pense que c'est pas seulement abouti, mais, t'as des constantes dedans, qui se voient de loin. C'est que tu sais exactement ce que tu veux voir. Tu perfectionnises, mais c'est plus ou moins maîtriser comment c'est une œuvre, comment avoir la conception et comment le finir aussi. Ce qui est un grand problème avec les artistes. Moi, j'ai quand je crée une œuvre ou de toute façon en général quand je fais un travail, que ce soit en communication ou autre, j'ai cette volonté de vraiment toucher le faire le mieux possible. Je dis pas que je touche la perfection, ce serait présomptueux, mais en tout cas, j'essaie vraiment d'être à fond dans les finitions et de le rendre le plus parfait possible. Et encore, même avec ça, quand je regarde certains travaux quelques années plus tard, je me dis mais c'est tout pourri en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce qu'à l'époque, tu savais pas mieux faire. Donc, mais ça permet toujours d'avancer. Mais ça veut aussi dire que t'as avancé. Donc ça, c'est déjà. Récemment, il y a une personne qui a été voir tu sais, j'avais fait une expo éphémère. Oui, où tu n'es pas venu. Ouais, je suis désolé maintenant. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai pensé que c'est une semaine plus tard, on était allé faire du boxe et Max a dit, non, mais il peut pas venir, il a autre chose à faire. Il me l'a pas dit. Quoi? Mais il m'a pas dit que c'était ton expo qu'il va aller voir. Donc, mais Max, il était là en plus. Ah oui, je sais. Mais normalement, on fait du boxe ensemble. L'invitation. Oui, je sais. C'est juste que j'ai pensé que ce serait une semaine plus tard. Et donc, le mec, il a dit, je peux pas. Oui, c'est juste ça. En plus, j'aime bien le lieu, je sais pas si tu connais Diaz, mais il est en train de construire un studio exactement dans le même bâtiment en bas. Où j'étais pour faire des consultations par rapport à comment ça c'est dommage. Ouais, donc la prochaine fois je t'envoie un SMS s'il te plaît. Ouverture avec les dates et tout. Ouais, je suis là avec les dates. Bon,
j'ai tendance à dire je suis un peu débordé, mais c'est plus vraiment le cas parce que depuis que je travaille avec au moins t'as l'info. Oui, j'ai regardé le truc, j'ai regardé les photos, j'ai dit non, en plus c'est genre. Donc désolé, c'est pas grave, t'inquiète. C'était pas le dernier, on espère. Il y en aura d'autres. Voilà. Et donc là, il y a quelqu'un qui m'a justement parlé du côté très fini de mon travail. Que c'était au niveau de l'art textile, il avait rarement vu ça. C'est quelqu'un qui est dans le milieu de l'art et qui a été commissaire priseur. Et en fait, il me disait que il a jamais vu ou rarement vu des pièces textiles comme ça aussi achevées. Donc c'était cool d'entendre. Oui, je vois pas non plus comment tu pourrais encore perfectionniser le truc. On peut pas comme ça. Améliorer. Oui, bien sûr, mais c'est toi qui le vois. Moi, je sais pas dans quelle direction. Oui, peut-être un bouton qui pourra faire la musique. Ça, et là, je peux je déconne. Ouais, c'est une autre dimension. C'est à voir. Mais ça, c'est la dimension que moi je maîtrise. C'est pour ça, chaque fois quand les gens me. Après, l'ambiance sonore, ça peut être important aussi. Oui, mais bon, j'ai mal à imaginer. Je pense que ce serait plus gênant qu'autre chose. Bah là, ça ferait plus un peu jouer, mais ça peut être drôle. Ouais. Peut-être que une œuvre va naître de cette. À voir. Ce qui est intéressant dans les choix de tes matériels, ce que je vois rarement, c'est vraiment des trucs qui brillent. C'est toujours assez mat. Et quand j'ai fait un peu de recherche, j'ai vraiment fait mon meilleur pour trouver qui sont tes concurrents entre guillemets, qui sont tes inspirations peut-être et tout ça. La seule chose que j'ai vu chez les autres, ce que j'ai pas vu c'est guider les yeux avec des trucs qui brillent vraiment. Mais je sais pas si ça pourra marcher pour toi. Oui, mais enfin les œuvres d'art qui sont perceptibles visuellement, parce que donc tout à part de la musique, normalement tu veux guider les yeux des autres, non? Ah oui, genre t'orientes le regard. Exact, ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est comme dans les films. Par exemple, sur celui-là, je pense que le regard il est attiré là, tu vois. Exact. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans ma création, je vais pas penser l'œuvre comme je vais composer une affiche pour un événement où là effectivement il faut penser à la présentation, à la composition. Et comme dans une expo, quand je monte des expositions, au niveau de la scénographie, j'essaie de construire un environnement qui va accompagner le regard, selon les objectifs de l'événement ou de l'expo. Mais non, dans mon travail, non. Fantastique. Je kiffe. Je vais montrer ça à mon père aussi. Hein. J'aime bien quand il y a un vrai message, même si j'ai mal à comprendre, mais oui, j'ai eu mes réponses. Il y a un message global. Après, c'est chacun. Je vais pas. C'est normal que chacun ait sa propre perception de ce qu'il voit. Je pense que si les titres de tes œuvres sont importants pour ça, alors tu guides, peut-être pas seulement. C'est déculotté. D'accord. Celle-là, c'est dessous, comme un dessous. Mais ouais, j'aime bien les titres. J'aime bien trouver des. Mais alors, c'est pas seulement que tu poses des questions, mais c'est comme si tu enseignais aussi un peu avec. Ouais, il y a quelque part, il y a la volonté de transmettre un message, plus de tolérance et tu vois. Oui, quelque part, il y a ça aussi. Tu penses qu'on n'est pas assez tolérant envers les autres? Enfin. Je pense on manque, et tous, je prétends pas être la fille la plus ultra tolérante du monde, mais je pense on devrait tous apprendre à être plus tolérants. Je pense que ça enlèverait plein de problèmes de communication essentiellement. Parce que mine de rien, même si je suis pas la personne la plus sociable du monde. Par contre, pour moi, la communication, c'est super important parce que, en fait, des problèmes de communication amènent des problèmes tout court. Et je suis vachement dans la médiation au quotidien. Mon grand-père a dit, il y a rien plus grand comme obstacle entre deux personnes qu'une langue commune. Et j'ai pas compris. C'est beau ça, ouais. Et j'ai pas compris ça pendant longtemps, mais le mieux je parle français, le plus de problèmes ça pose.
Ah ouais? Parce que tant que t'as un vocabulaire de 500 mots, c'est difficile à se tromper de ce que tu veux dire. Ouais, les gens ne peuvent pas te reprocher. Oui, et ils font une vraie effort pour comprendre ce que tu veux faire. Mais le mieux tu parles, j'ai vraiment l'impression que c'est pas, ça part plus en plus. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et donc je suis d'accord avec toi. En même temps, je pense que ça, tu vois, ce que j'ai mal à comprendre avec la culture française aujourd'hui, et surtout avec si on touche à ce sujet, comme on en a parlé à l'ouverture de Connexion, je crois, c'est que aujourd'hui il y a cette idéologie féministe qui dit que c'est une construction sociale qui nous empêche de pouvoir communiquer correctement. Et je pense que peut-être c'est vrai, ou je sais pas, partiellement je suis d'accord, mais d'un grand part, je pense que ça vient pas de notre société forcément. Je pense que ça vient du fait qu'on a des instincts qui répondent à un monde qui existait 450 000 ans plus tôt, et que souvent... Je pense que c'est des questions qui nous dépassent. Ah ben, moi j'aime bien parce que il y a le côté instinct qu'on peut convoquer, le côté la nature profonde des individus, mais on est quand même aussi immergé dans des contextes sociaux, dans des choses qu'on nous impose. Et en fait, récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Canine. J'ai plus le nom du réalisateur. Je crois que c'est un réalisateur espagnol, je suis pas sûre. Et c'était vachement intéressant parce qu'en fait, c'était un peu une métaphore d'un pays ou d'une société totalitaire où le message est contrôlé et où on fait croire aux individus des choses qui sont complètement fausses. Et en fait, là, le truc, c'était une famille avec des jumelles, un fils et puis les parents hétéros, quoi. Et en fait, tout le monde restait enfermé dans cette maison, sauf le père. Le père, lui, sortait, il allait travailler. Et en fait, le père et la mère faisaient croire à leurs enfants, qui étaient déjà des jeunes adultes, et ils leur faisaient croire depuis tout petit qu'en fait, il fallait pas qu'ils sortent du jardin, parce que s'ils sortaient du jardin... C'est un film grec qui son titre, c'est Dogtooth, je pense. Bah là, c'est Canine. Ah ouais, ok. Ah oui, mais je suis sûre. Et ouais, avec le dent. Ouais. C'est ça. Tu l'as vu alors? Ouais. C'est un de mes préférés en plus. Il est très dérangeant par moment, mais il est vraiment. C'est quoi un zombie, papa? Ouais, tu te souviens de ça? Non. Quand il trouve les zombies, c'est une petite fleur jaune. Ah oui, ou quand il dit passe-moi le téléphone et il veut le sel qui est sur la table. Ouais. Et ça, je trouvais ça vraiment ouf. Et en fait, c'est vraiment poussé à l'extrême comme exemple et comme contexte, mais quelque part on est tous un peu baignés dans on nous fait tous croire des choses et est-ce que c'est vrai, est-ce que tu vois, on sait pas. Et ces personnes-là, moi je trouve que la leçon du film elle est belle parce que ce que j'en ai retiré, c'est peu importe ce qu'on fait croire aux gens, ils vont toujours essayer de trouver la vérité par eux-mêmes et d'aller au-delà, tu vois. Quand la fille s'arrache ses canines et elle se met dans le coffre pour partir, bon, la fin n'est pas heureuse au final, mais il y a cette volonté quand même d'aller au-delà de l'ordre établi et de ce qu'on nous fait croire. Et c'est intéressant. C'est absolument pas le leçon que j'ai retiré de ce film. Ah ouais? Vraiment, je l'ai pris totalement de l'autre côté. C'est vrai, pour moi, le film parle du fait que même avec la meilleure volonté, on peut pas en sortir. Non, mais tu sais, ce qui est vraiment gênant avec le film, c'est que du côté parental, je pense qu'ils n'ont pas eu la mauvaise volonté. Ils voulaient pas. La raison pourquoi ils ont pas laissé leurs enfants sortir de l'appartement, c'était juste pour les protéger le plus que possible. Et moi, je vois pas ça du tout. Non, d'accord. Moi, je vois plutôt une volonté de contrôle et de pouvoir sur l'autre. Parce que c'était malsain, c'était pas sain, et il y avait une volonté de contrôler la vie de leurs enfants et jusque dans les moindres détails et jusque dans l'intimité, et c'était très malsain et dérangeant. Je trouvais que c'était trop extrême, tu vois. Ah mais c'est pour ça que ce film est fantastique. Extrême, ouais, mais ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, mais c'est
j'ai vraiment pas eu l'impression que ça venait de mauvaise volonté. On l'a pas du tout. C'est parce que de la même façon. Oui. Tu vois, on a chacun notre approche. Bon, ça c'est une bonne œuvre d'art. Tu vois, on devrait en parler. Je l'ai vu, je sais pas, en 2008. Je crois en plus. Là, je l'ai vu récemment, il y a quelques mois. C'est horrible. Après, peut-être que si tu le regardes aujourd'hui, tu le perçois différemment, et moi de la même façon, tu vois. Enfin, moi aussi. Mais ouais, c'était. Parce que oui, je suis d'accord avec toi. C'était d'une certaine manière un contrôle assumé, un contrôle total assumé des parents. Mais c'était pas pour ruiner ses enfants, c'est pour leur protéger de toute la méchanceté. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils inversent des mots? Pourquoi ils leur font croire que l'avion dans le ciel, il a la taille? Ils ont pas de moyen parce que autrement, ça va leur donner envie de sortir. C'est ce qu'ils pensent. Savoir que le sel s'appelle le sel et pas le téléphone. Moi, je pense qu'il y a une volonté de brouiller complètement leur rapport au monde réel pour les garder sous contrôle et les garder enfermés dans cette espèce de monde qui sont idéalisés, si tu veux. Oui, mais c'est pour qu'ils perdent pas leur innocence. Je pense que c'était pour ça. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je vais regarder avec ta réflexion. Moi, je l'ai plus vu comme vraiment une volonté de contrôle du père surtout, mais la mère, elle est complice. Hein. Grave. Et ouais, je l'ai pas du tout vu de façon positive pendant le film. Par contre, la fin, je l'ai vu plutôt positive que parce que t'as un des frères qui s'est barré aussi. Mm-hmm. Et voilà, quoi qu'il se passe, les gens essaieront toujours de trouver leur voie à eux, leur chemin à eux. Parce qu'on a des trucs codés dans nous qui sont pas contrôlables par la société, par les manchons. Tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour en revenir à ce qu'on disait, quelque part, on est quand même conditionné. Voilà. Moi, des fois, quand je veux acheter un truc, je suis pas trop dans le consumérisme, j'achète surtout du seconde main ou voilà. Mais quand je veux acheter un truc, je me demande toujours, pourquoi je le veux. Est-ce que j'ai vu des pubs avant? Est-ce que on m'a soufflé l'idée? J'essaie un peu toujours de prendre du recul. Ça peut sembler prise de tête. Après, je me prends pas la tête 1 heure avec ça. J'y pense 30 secondes. Non, mais c'est très intéressant. C'est être un consommateur conscient. Ça s'appelle. J'essaye. D'être consciente de ce que j'achète et d'acheter à peu près responsable en fonction des outils qu'on me donne, parce que c'est pas forcément facile. Mais ouais, en fait, je crois que j'aime pas être contrôlée. Ça, c'est un truc que j'ai jamais aimé. Et du coup, j'essaie toujours de réfléchir à pourquoi je veux ça. Est-ce que derrière, il y a un contrôle sous-jacent de la part des publicités ou des trucs comme ça? Et ça, peu de personnes le font, à mon avis. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas toujours fait, hein. C'est plus dernièrement que je fais ça, que je réfléchis à pourquoi je veux ci ou je veux ça. Alors, on va me dire peut-être que je me prends trop la tête et que je devrais plus... si ça marche pour toi, qu'est-ce qu'on s'en fout que les autres? Je sais pas, j'ai peut-être trop de scrupules, mais... Moi, je fais ça à l'envers. J'ai découvert ça il y a 3 ans. Quand il y a quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, que j'ai envie d'acheter là maintenant, j'ai une liste sur Amazon, je le mets dedans. Si dans 24 heures, ça me parle toujours, j'arrête pas, ça il me faut, là j'achète, mais pas avant. C'est pareil, tu vas pas acheter comme ça. Plus maintenant parce que j'ai énormément de matériel. J'ai vraiment pas, j'aime pas acheter les choses. Je me suis rendu compte que ça me rend indifférent. J'aime bien acheter les trucs qui sont très chers. Une nouvelle moto, par exemple, ça me plaît, acheter des instruments et tout ça. Mais à part de ça, franchement, au bout de 3 jours, ouais. Bah oui, mais c'est parce que on veut, plutôt. Pareil, je suis pas une économiste et je prétends pas que j'ai la vérité. Tu t'excuses pour rien. Je sais même pas ce que tu veux dire. Non, mais je me pose pas en tant qu'expert, tu vois. Oui. Mais on veut on veut quelque part, la société de consommation veut que l'individu se réalise à travers ses achats et les besoins sont créés. Et donc quand on achète un truc, après on se sent mieux. On se sent bien, on se sent mieux, on est heureux. Et en fait, je pense que moi, en tout cas, et j'ai l'impression que toi aussi, d'après ce que tu dis, on essaie de s'émanciper de ça et on va pas se réaliser à travers nos achats. Parce que, c'est pas parce qu'on achète un truc qu'on est
on est réduit à ça, tu vois. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que nous, on a un autre exutoire. On a autre chose, ouais. Rien ne m'a jamais rendu aussi heureux qu'avoir un projet qui c'est bien fini. Quand j'avais un morceau qui commence à sonner comme je voulais, quand j'ai réussi à créer plus ou moins ce que je souhaitais au début, ça m'a fait tellement plaisir que par rapport à ça, acheter un nouveau appareil juste pour consommer, ça me dit rien. Bah oui, mais voilà, t'as autre chose qui te fait vibrer, quoi. Mais essaye d'expliquer ça aux autres qui n'ont pas cet exutoire créatif. Et c'est pour ça que je souvent pose les questions aux gens. Est-ce que tu joues un instrument? Parce que ça caresse l'esprit. Tu vois, t'as pas besoin de bien jouer, mais c'est une autre façon à s'exprimer qui est tellement fantastique. Moi, je joue pas. Oui, mais bon, t'as autre chose. mais c'est ressentir et créer quelque chose. C'est très satisfaisant. C'est extrêmement satisfaisant quand tu t'appliques. Donc, l'autre chose que je vois dans tes œuvres, dont je pense être similaire, c'est ça se voit que tu t'y mets vraiment. Donc, souvent, ce que je vois avec les gens autour de moi, c'est qu'ils s'appliquent pas à 100%, jamais dans leur vie. Parce qu'ils peuvent échouer, ils peuvent d'être jugés ou quelque chose. Et c'est rare de rencontrer les gens qui s'appliquent à 100% juste dans quelques moments dans la vie. Ben, on a tous peur d'échouer, je pense. Moi aussi, j'ai peur d'échouer, mais je me dis, et je me le répète 1000 fois par jour, parce que ça rentre pas, mais je me dis que si je le fais pas, je risque pas d'échouer, et c'est pas comme ça qu'on avance. Mais ma vie, c'est un combat intérieur, t'imagines pas, hein. Oh si, moi j'ai la même chose. Je pense que souvent les gens ont la même chose, mais nous, on a un rayon de soleil des fois quand tu aboutis, quand ça commence à marcher, et c'est juste en t'appliquant à 100% des fois dans les projets qui peut te donner cette satisfaction. C'est juste ça. Donc, tu vois, on a un truc contradictoire, je pense, qui nous dit, ah oui, échouer, c'est pas y aller à 100%. Souvent, c'est parce que dans ce cas, si je dis, je me suis appliqué à 75%, la première question que je vais me poser quand j'échoue, est-ce que ça aura pu mieux se passer si je m'avais mis entièrement dedans? Et donc, c'est un regret de ne pas le faire entièrement. Après, il y a des gens qui s'impliquent pas à fond et la plupart des gens que je connais, oui. C'est un succès de leur point de vue et oui, mais de la masse. Et après, ça, c'est quoi le succès pour toi? C'est quoi ta définition pour le succès? Parce que je comprends, financièrement parlant, ok, la société mesure ça par les financements, mais c'est pas. Le succès, pour moi, la clé du succès, moi, ce qui compte, c'est d'être épanoui dans sa vie et surtout de pas avoir de regrets. En fait, quand j'ai des grandes décisions à prendre, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, je me demande toujours si je meurs demain, est-ce que je vais regretter ce choix? Ouais. Et en fait, au fond de moi, parce qu'on peut se mentir, ça arrive, hein, mais au fond, on sait, on peut pas se mentir. Oui, exact. C'est ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas te mentir quelque part profondément, tu comprends. Après, c'est quand même un luxe de pouvoir choisir. Moi, je peux me permettre de choisir, par exemple, entre un boulot alimentaire et un boulot passion. Oui, bah évidemment. Après, mon boulot, c'est la communication, le marketing, c'est des choses qui m'intéressent, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est ma passion. Ma passion, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est quand même un luxe. Je trouve que tout le monde peut pas se le permettre. Dans le. C'est un luxe et en même temps, ça implique des sacrifices. Parce que combien de personnes vont prendre un boulot alimentaire parce que faut payer les factures, faut acheter la dernière télé, le dernier téléphone portable, tu vois, pour maintenir un confort de vie. En fait, je pense qu'il arrive un temps où il faut faire un choix entre son confort de vie, sa zone de confort et son épanouissement réel. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Alors bien sûr, il y a des choses que j'aimerais faire. J'aurais aimé aussi être océanographe, j'aurais aimé travailler à l'étude des océans, j'aurais aimé faire plein de trucs. Mais on n'a qu'une vie et on peut pas avoir... on peut avoir plusieurs vies dans une vie. En tout cas, actuellement, je suis pas là-dedans et je pense pas que je le serai un jour. Mais faut faire des choix. Après, faut essayer de les faire le mieux possible. Faut pas regretter. Et
j'ai sans doute des regrets comme tout le monde, mais je vais pas regretter ma vie, en tout cas. Je vais pas regretter le chemin que j'ai fait. C'est ce que je vois dans ça, oui. Parce que t'es allé au bout. C'est pour ça que je t'avais dit il y a demi-heure, c'est que quand tu regardes tes œuvres avant, tu te demandes mais comment je pouvais faire ça. Mais oui, mais à l'époque, c'était ton maximum. Ouais, c'est pour ça, oui. Bah, Donc, c'est moi je me permets d'échouer dans le sens où dans 10 ans j'entends que putain mon mixage était nul sur le truc. Ouais, mais le message était là. C'était pas un échec sur le moment. Non, c'était juste. Et puis c'est pas un échec, c'est juste que je pouvais pas faire mieux. Voilà, j'étais pas sur ce niveau. Tant mieux, parce que quelqu'un qui est toujours satisfait de ce qu'il fait tout au long de sa vie, c'est triste, parce qu'en fait il doit être moyen ou médiocre. Ouais. Et donc, tu sais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu vois ça comme une contradiction de rester bien équilibré ou épanoui, comme tu l'as dit, et sortir de son zone de confort. Pour moi, comme ça marche, c'est chaque fois sortir de mon zone de confort qui me ramène à être épanoui. Pas dans l'autre sens. Si je cherche rester confortable le plus que possible, il y a rien qui se passe. Mais c'est ça. Ouais. Et c'est positif de sortir de sa zone de confort. Quand il s'agit d'une pression sociale, là, je pense qu'on a une vrai problème avec notre système de consommation qui nous fait semblant que le fait que tu es entouré d'une technologie ou des appareils qui te rendent ta vie confortable, c'est une bonne chose. Pas forcément. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc là, avec ça, moi, j'ai une vraie problème. Autour de la sexualité, tes œuvres, ils me font poser une question, mais je suis pas sûr si on n'a pas une énorme influence du côté biologique qui vient derrière nous. Par contre, quand il s'agit de confort, c'est vachement intéressant. C'est un de nos incentives le plus grand qui existe en tant qu'être humain. C'est rester en confort le plus que possible. Il faut garder son boulot. Il faut être la sécurité. La sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, la sécurité? Tu peux mourir d'un jour à l'autre. Et ça fait une belle jambe du coup d'avoir gardé la sécurité. Je peux demander ça peut-être parce que c'est trop personnel. Tu peux pas. T'as pas envie de parler ça devant les caméras. Mais comment t'es atterri sur cette leçon que on peut mourir à chaque jour? Parce que il y a pas beaucoup de monde qui confronte cette idée en prenant les décisions. En fait, c'était d'ailleurs c'est pour ça que je suis venue à Strasbourg en art. C'est parce que il y a eu 2 trucs dans ma vie, 2 événements où je considère que j'ai peut-être j'ai failli mourir, je sais pas, des accidents. Il y en a un qui m'a motivée à l'époque j'hésitais. J'étais déjà intéressée par la communication et le marketing et j'hésitais à partir à Lille faire un DUT en communication ou aller à Strasbourg pour faire une licence en art. Et à Lille, le DUT com, je me disais il y a les débouchés professionnels, tu vois toutes les choses qui sont importantes et qu'on nous serine à l'école. Et l'art c'était plus ce besoin dont on parlait. Et en fait, j'allais en soirée en Allemagne avec des potes et on a eu un accident avec un véhicule qui nous a percutés. Frontal, tu vois. Et du coup, je sais pas, là, quand il est arrivé, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et au final, on n'a rien eu, tu vois. C'était une Renault Mégane, c'était un tank de guerre, on n'a rien eu. Et voilà, mais là, c'est là que je me suis dit, ok, je vais aller en art, je vais faire une formation en art. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu en 2013, quand j'étais à Stras, je vivais vers Place d'Islande, et en fait, il y a eu mon voisin qui a arrosé tout son appart d'essence. Et en fait, le gars, il a vrillé complètement. Il venait de perdre sa mère, apparemment, et il croyait qu'elle le hantait et il voulait désenvoûter son appart. Et du coup, avec toutes les vapeurs d'essence, il y a eu une étincelle à un moment et l'appart a explosé. Et en fait, quand ça s'est produit, je me rappelle, je m'étais levée un peu plus tôt parce que je voulais aller bosser sur un devoir de fac avec des potes. Et en fait, j'ai senti cette odeur d'essence très forte, vraiment une forte concentration, et je suis sortie dans le couloir et je cherchais d'où ça venait et j'ai croisé ce type. Le type, il était dans le couloir
Et je lui ai demandé, je savais pas qu'il venait de faire ça. Je lui ai dit, mais ça sent l'essence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez quelque chose? Et lui il me dit, ah bah non. Puis il se barre. Et du coup, je retourne dans mon appart, un tout petit studio, et je prends mes affaires. Je me souviens, je ferme la porte à clé. Et je vais dire après pourquoi je me souviens de ça. Je ferme la porte à clé et je je veux aller voir le concierge pour le prévenir qu'il y a un problème. Et j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et je me dis non, je vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre la cage d'escalier de sortie de secours. Donc je monte, je galope dans les couloirs et là ça pète et je me retrouve projetée contre le mur. Alors t'as l'alarme, t'as tout quoi. Donc là, je me suis dit, j'ai réfléchi 2 secondes, je me suis dit est-ce que je descends ou est-ce que je monte? J'avais aucune idée s'il y avait du feu, si j'arriverais à passer ou pas. Et j'ai décidé de descendre, de pas m'enfermer dans l'immeuble. Donc je suis redescendue, j'ai fait comme j'ai pu avec la fumée, les portes anti-feu toutes pétées et tout. C'était surréaliste quoi. Ouais. C'est le truc qui t'arrive une fois dans ta vie, ici en tout cas. Et donc je sors de l'immeuble et en fait la porte d'entrée elle était bloquée, elle était à moitié défoncée, il y avait une petite ouverture et je me suis glissée comme un rat dans un trou. Enfin, c'était la panique totale. Et en fait ouais c'était cet appart à côté du mien. Et ce gars, lui, il a rien eu, hein. Il avait un ange gardien, je sais pas. Et voilà. Et en fait, tout l'immeuble était insalubre. Mon appart complètement défoncé, noir. Le chauffe-eau, il a sauté. Enfin, tout était pété. Et ma porte, elle était complètement arrachée aussi. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais à quoi ça sert de fermer la porte? Ça, tu vois, j'ai eu ce truc. Pourquoi j'ai fermé la porte? En fait, j'aurais pas dû. On s'en fout. Oui, c'est une manière de regarder ça. Et... Après, il y a des coïncidences, des accidents où il y a des, il y a une négligence des possibilités aussi. Donc tu peux quand même te préparer après, contre les mauvaises. J'étais quand même en mode survie assez rapidement et là je me suis dit, enfin il y a eu toute une phase après d'acceptation. Il y a eu un trauma quand même. Et le mec, il est pas mort. Non, il va bien, il n'y a pas eu de blessés. Il a eu un accompagnement psychologique. Mais par contre, le reste des gens qui vivaient dans l'immeuble, on s'est débrouillé, quoi. Moi, je suis allée squatter chez des potes pendant 1 semaine et après, j'ai retrouvé un autre appart. Et en fait, c'est aussi cet événement-là qui m'a vraiment marquée. Et suite à ça, je me suis posé plein de questions sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que la vie, sur qu'est-ce que la mort, sur qu'est-ce que la mort implique. Et ouais, c'est vraiment cet événement qui m'a bouleversée en profondeur et qui m'a changé, oui et non. En tout cas, oui, ben ça t'a marqué. C'est depuis là que à chaque fois que je dois prendre des grosses décisions, je me dis toujours si je meurs, est-ce que je vais regretter? Parce qu'en fait, on se croit à l'abri et on vit comme si on était éternel, mais c'est pas le cas. Mais je pense que c'est ce qu'on a appris en tant que société aussi avec le Covid, c'est que c'est pas toujours vers là-haut. Hein, tu vois, c'est qu'on est quand même vulnérable à mourir. Des fois, il y a des trucs qui se passent qui sont hors de contrôle. Et il y a des gens qui meurent derrière. Donc, la plupart des gens l'ont mal vécu. C'est ce que je vois. Le Covid. Le fait qu'on est plus vulnérable de ce qu'on pensait. Ah oui, moi je le savais déjà, du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas été hyper traumatisée par... quelque part ça m'a impacté quand même. Quand il y a une angoisse générale, sociale et tout, bien sûr que ça impacte, mais... J'ai pas découvert grâce au Covid que oh mince. Oui, mais parce que t'avais déjà des œuvres largement avant. Donc ça, je pense que ce genre de truc, sans se rendre conscient, sans savoir consciemment que d'un jour tu vas mourir, et ça serait très probablement plus tôt que plus tard, plus tôt que tu souhaiterais en tout cas. Faire ce genre de truc, je pense pas que c'est possible. Ouais. Et une des raisons pourquoi je voulais t'inviter, c'est voir si c'est soit ce genre de message d'éventualité, de fatalité inévitable qui devrait que je ressens de tes œuvres, ou soit c'est une cri de désespoir
parce que tous les deux peut être fort, mais c'est très clair que c'est pas une crise de désespoir, c'est juste que tu crois dans ce que tu fais, puis t'as envie de créer qui t'inspire, ou... Bah, quelque part, je pense que je veux laisser ma marque, je sais pas, comme tout le monde. Et donc, là, ils font des enfants, bah, moi, je fais des œuvres. Le but de la vie, alors, c'est de ne pas avoir les regrets. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Ça peut sembler philosophie de comptoir, tu sais, mais... Oui, mais non, c'est mérité. Hein. C'est mérité. C'est pas, tu l'as pas lu sur un livre de Paulo Coelho. C'est pas une citation gratuite qui est venue quelque part. Ouais, je l'ai pas trouvé sur citation.net. T'as bossé sur. Je suis d'accord avec ça, surtout quand on est créatif. On peut essayer de rejeter cette boule de créativité, cette bulle de créativité qui veut sortir de toi, et je connais des gens, notamment de mon lycée, avec qui on a décidé de devenir musicien professionnel, et à part de moi, personne l'a fait. Et donc ils regrettent depuis. Et je vois à quel point. Ils font quoi maintenant? Ils font quoi? Oh, ça fait longtemps que je les suis plus parce qu'on s'entend plus vraiment. Ils sont trop. Ça, c'est des trucs avec les Hongrois, c'est que nous on est extrêmement jaloux. Et donc, moi, dans leurs yeux, déjà, je suis extrêmement riche. Bah, quelque part, t'as une richesse. Oui, mais financièrement parlant aussi, par rapport à la Hongrie. Mais oui, j'ai une richesse, mais de l'autre part, dans leurs yeux, j'ai une réussite totale. Parce qu'on a commencé au même endroit, et moi, j'ai bossé pour les Américains, je fais la musique pour les jeux de vidéo. Ils sont là à faire, je sais pas, bosser chez McDonald's. Tu l'as pas volé, tu vois. Enfin, ça implique un engagement, des sacrifices. La plupart des gens comprennent pas. Oui, mais la plupart des gens comprennent pas ça, tu vois. C'est des choix. C'est des choix de vie. Et j'ai dû sacrifier énormément de choses pour arriver ici aussi. Mais ça, ils voient pas. Ils voient juste que j'ai ma moto, je m'éclate dessus, ou j'ai la possibilité d'acheter un nouveau ordinateur quand ça pète. C'est des gens un peu simples, alors, dans leur façon de penser. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ce que je vois souvent. C'est que, c'est un peu problématique. Et donc, tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend pas vraiment avec eux, parce que comment tu veux leur expliquer que, ce genre c'est pas une philosophie, même la mienne, c'est pas une philosophie de, comment t'as dit, de tir? De pilier de comptoir. De pilier de comptoir. Non! Bar. Tu sais, c'est quand t'es en fin de soirée et que tu commences à avoir des philosophes sur des trucs. Moi, j'aime bien faire ça, mais il vaut mieux parler avec les gens qui ont vécu quelque chose. Et souvent, les gens comprennent pas, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire changer de pays juste pour que tu puisses mieux vivre et devenir artiste. Je serais pas artiste en Hongrie, c'est sûr. Je serais dans la rue déjà. Bah, ça demande de connaître, d'avoir quand même un vécu, d'avoir quitté sa ville ou son pays, d'avoir vu autre chose. Et de redémarrer tout ton réseau social, par exemple. Au même endroit toute sa vie, ben, on va pas avoir le même parcours et la même richesse de vie et d'expérience de vie que quelqu'un qui a quitté son pays, qui est parti. Tu penses que tu souhaiterais encore bouger? Je sais pas, je suis bien en Alsace quand même. Franchement, on est pas mal ici. Je suis bien, ma famille est pas très loin. Voilà, après, je construis ici ma vie avec Seb aussi, mais c'est sûr que si je l'avais pas, je serais déjà partie. Ça fait partie des autres vies que j'aurais jamais, tu vois. Oui, après, c'est une question, est-ce que tu vas le regretter je voulais partir à Bruxelles. D'accord. Pourquoi Bruxelles? J'hésitais entre Bruxelles et Berlin, en fait. C'est plus le côté dynamique, artistique. Oui, Berlin, je comprends. Bruxelles, je savais pas qu'on avait ce niveau de côté artistique. Super, Bruxelles. Ah. Ouais. Donc, voilà, mais je suis restée. Je ne regrette pas. Ah, mais ça m'étonne pas, ouais. Tu as l'air contente, c'est surtout pour ça que c'est intéressant. Bah, ça va, parce que ma vie ici, elle est bien, et mine de rien, j'ai quand même un réseau. Bon, mon réseau, il s'est construit en 11 ans de vie ici, mais il y a beaucoup de personnes que j'ai connues au tout début en arrivant qui sont encore dans mes amis aujourd'hui. Et c'est super cool. Effectivement, quand on change de ville ou de pays, on reconstruit un réseau. Mais mes amis que j'ai en Moselle, je les vois encore assez régulièrement. C'est du solide, tu vois. Quand je donne mon amitié, c'est du solide. Alors, juste pour bien finir le truc, si tu devrais donner un conseil à ta version plus jeune, une seule que tu pourrais passer il y a 10 ans à toi-même, tu dirais quoi?
Je pense que, bien que j'entreprenne beaucoup de choses, je me mets beaucoup de barrières quand même. J'ai un manque de confiance. Et Ah bon? en fait, j'ai un problème j'ai le syndrome de l'imposteur, tu sais. Je me sens on l'a tous. Tu rigoles. Apparemment, c'est un truc générationnel, je sais pas. En Fake tout cas, it till you make it. Hein? Fake it till you make it. C'est exactement ça. Oui. Ouais, mais voilà, j'ai toujours l'impression de pas être assez légitime dans ce que j'entreprends, alors que, enfin, après, je me suis rendu compte aussi que ceux qui se posent pas ce genre de questions, ce sont souvent eux les imposteurs, tu vois. C'est plus en se demandant si on est légitime, si on a vraiment les bonnes connaissances, etc., que on se remet en question et qu'on avance et qu'on veut faire des choses de qualité. Donc, je pense que si je devais me donner un conseil, ce serait d'avoir plus confiance en moi, Après... Tu trouves que c'est toujours un problème pour toi, avoir assez de confiance? Je pense que ça va, j'arrive quand même à aller au-delà. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire des choix et d'aller au-delà du côté une vie sécuritaire. Donc ça se passe uniquement dans ta tête finalement. Ouais. Alors c'est pour ça que je te disais, ma vie c'est un combat intérieur. Oui, mais c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs. J'aimerais bien te donner partager une pensée par rapport à tout ça. C'est que quand tu juges les gens autour de toi, tu les juges après leurs actions, pas de ce qui se passe dans leur tête, parce que ça, tu vois pas. Je pense que c'est la source de beaucoup d'anxiété de ne pas se juger à la même façon. Ça m'a permis vraiment de me pardonner avoir les mauvaises pensées. C'est profondément chrétien de se juger, de se mal juger juste pour avoir des mauvaises pensées. Mais tu contrôles pas tes pensées. Normalement, notre cerveau, la plupart du temps, c'est un organe pour réagir sur les choses. Et donc, tant que tu agis pas sur tes pensées, c'est pas toi. Moi, je pense qu'une personne est considérée par ses actes, mais pas par ses pensées. Donc, le combat intérieur, c'est normal. Autrement, tu pouvais pas arriver. Après, c'est vrai qu'il y a souvent, je l'ai constaté pour moi, mais ça s'applique à tout le monde. On a l'image qu'on pense avoir, l'image qu'on donne et l'image que les gens ont de nous. Et souvent, c'est trois choses très différentes. C'est vrai. Il y a un fossé énorme entre la personne que je suis et la personne que les gens ont l'impression que je suis. Mais ça, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pour ça, je te dis, tu pouvais t'approcher plus à ce que les autres voient de toi en réfléchissant de toi-même comme si c'était une troisième personne que tu devrais juger juste par ses actes, mais pas par ses pensées. Ça m'a beaucoup aidé à... C'est une gymnastique quand même. Oui, à avoir. Oui, mais ça aide parce que en tout cas pour moi je te connais pas si bien, mais en tout cas pour moi, tu passes pas pour quelqu'un qui manque de confiance. C'est juste, tu te poses les questions, mais je pense que c'est normal. C'est pour ça qu'on a une intelligence. Oui, c'est ça. Je suis allée au-delà quand même. Alors, j'étais très introvertie étant jeune, et après, heureusement que je suis pas restée dans ce trait de caractère, quoi. Mais ouais, de toute façon, c'est en faisant qu'on va au-delà. Oui, c'est vrai. Et puis, avoir plus de confiance. Je sais pas est-ce que tu penses que t'aurais pu t'écouter même si tu serais revenu dans le passé pour te donner ces conseils, est-ce que tu penses que la version jeune de toi va l'écouter? Non. Non. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui je lutte encore, tu vois. Mais... Non, mais tu luttes pas, c'est ce que je viens de dire. C'est en gros, ça se passe dans la tête, mais tant qu'on voit pas vers l'extérieur, je pense pas que c'est. Tu vois, je regarde plutôt ça comme une gymnastique mentale. C'est que à l'intérieur, tu penses qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais finalement, peut-être tu regardes juste devant toi, il y a rien, donc c'est pas si malicieux. Ouais, c'est vrai, mais... Bon. Et toi, c'est quoi le conseil que tu te donnerais moi, je m'écouterai pas non plus. 10 ou 20 ans. Commence à apprendre le français un peu plus tôt. Ce serait pas mal. Pourquoi ça t'a posé? Parce que je suis à un plafond où j'ai plus de patience pour apprendre, mais j'arrive pas à m'expliquer suffisamment bien pour le niveau d'intelligence que j'aimerais bien mettre. Moi je trouve que tu t'exprimes très clairement en français. Et c'est gentil, je fais mon meilleur,
mais c'est quand même difficile à draguer avec ce niveau. Vous avez une langue très basée sur les images et j'ai un côté charmant avec, mais quand je parle en anglais ou je parle en hongrois, j'ai un vocabulaire 10 fois plus largement plus détaillé. Je peux rentrer dans des trucs assez fins. Et il y a beaucoup de choses en commun entre la langue hongroise et française, c'est que c'est très basé sur l'histoire de la langue. Et donc, même si souvent il y a des expressions où même si je comprends chaque mot dans une phrase, je comprends pas ce que ça veut dire parce que ça vous rappelle d'une histoire qui s'est passée peut-être des décades, peut-être des centaines d'années. Des expressions, quoi. Oui, des expressions. T'as compris quand j'ai dit ça nous fait une belle jambe sur... Ouais, bah, parce que ça, je suis allé déjà sur Internet, je l'ai traduit, mais souvent j'ai la flamme de le faire parce que quand je l'ai dit, je me suis dit mince. Non, je comprends, mais. Mais c'est vrai. Après, il y a ça aussi dans d'autres langues, non? Oui, c'est vrai. C'est juste, j'ai commencé à apprendre le français trop tard. Et j'ai plus la patience parce que je suis paresseux à mourir, donc. En tout cas, ça t'empêche pas de t'exprimer et de te faire comprendre dans oui, ta vie pro, ta vie perso et tout, donc c'est bien. Je suis d'accord, mais c'est pas la seule utilité pour moi de parler une autre langue, c'est avoir un effet. Et souvent, j'ai pas l'effet que je souhaite. Et donc, je pouvais l'avoir si j'avais commencé un peu plus tôt. D'accord. Je pense. Avec mon anglais, c'est pareil. T'as appris à quel âge le français? Quand je suis arrivé ici, à 24 ans. Je suis venu avec 50 mots. C'est super, en tout cas. C'est un beau parcours. Ça va, ouais. Ça, par exemple, quand je raconte dans mon imagination, parce que je fréquente plus ce genre des gens de mon lycée, mais dans ma tête, quand je raconte ça, il comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que, oui, pendant 3 ans, tu rigoles avec personne parce que tu comprends pas les blagues, tu passes pas assez vite pour raconter une blague, et ça, c'est problématique. Moi, je suis très extroverti. Je sais pas si tu vois. Mais ça va, t'as l'air de te contenir. Donc voilà. C'est tellement, on finit sur tellement une jolie note. T'es contente. Bah ouais. Et donc, je pense que des gens puissent apprendre, que des gens peuvent apprendre quelque chose de toi juste du fait que tu fais des choses dont tu crois et tu décides par rapport à l'aspect du regret possible de l'avenir. C'est un peu ma philosophie de vie. Fantastique. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Je vais arrêter tout ça et puis on va pas se bourrer la gueule aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois. Ouais. Il est à midi déjà. Ce serait un peu rigolo.